Amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Alimentation et vie. Alimentation et vie est la tranche dans laquelle nous discutons, mais également nous vous donnons des conseils d'une très bonne hygiène de vie et également comment manger de très bons aliments. Pour aujourd'hui, nous recevons le docteur Béchir Mamat avec qui nous allons nous entretenir. Bienvenue, docteur Béchir. Merci, Amélie. Je vous laisse le temps de vous présenter. Qui est docteur Mamat Béchir? Merci beaucoup. Docteur Béchir Mamat, je suis nutritionniste, directeur de la direction de nutrition et de technologie alimentaire au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. D'accord. Docteur Béchir, nous allons suivre un élément sur la malnutrition avant de revenir à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. La malnutrition est un problème de santé publique et qui touche beaucoup de nos provinces. Les enquêtes nutritionnelles ont montré que les enfants de 6 à 29 mois sont plus touchés par la malnutrition que ceux de 30 à 59 mois. Ceci n'exclut point les personnes âgées. Pour faire face à ce problème, l'État a créé des centres de prise en charge pour s'occuper de ces enfants malnutris. Le plus souvent, les enfants malnutris sont nourris à certains aliments appelés communément plim-plim. Il s'agit d'un aliment prêt à consommer. Il existe 3 sortes de plim-plim: le plumpy nut, le plumpy dose et enfin le plumpy sub. Retenons qu'il existe 3 sortes de malnutrition: la malnutrition aiguë, la malnutrition sévère et la malnutrition chronique. Pour résoudre cette difficulté, le contrôle de l'alimentation infantile est important et plus que nécessaire. C'est quoi, docteur, de façon simple, la malnutrition? Merci de nous avoir donné l'opportunité d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est la malnutrition. D'abord, tout simplement, la malnutrition, c'est une maladie due à une carence ou à un excès de nutriments dans l'organisme. S'il y a carence, on parle de sous-nutrition ou de dénutrition. Donc là, on constate qu'il y a soit la malnutrition aiguë, soit l'insuffisance pondérale, soit la malnutrition chronique. Tous les 3 sont des formes de la malnutrition due aux carences. La différence, c'est que la malnutrition aiguë, c'est que l'enfant est maigre par rapport à sa taille. Pour la malnutrition chronique, l'enfant est court par rapport à son âge, et pour l'insuffisance pondérale, c'est l'un des deux. Mais avec les 3, il y a également les carences en micronutriments qui peuvent provoquer des maladies spécifiques, telles que l'anémie quand on n'a pas du fer, telles que la cécité due à la carence en vitamine A, telles que la carence en iode qui donne le goitre, etc., etc. Maintenant, ce qu'on ignore beaucoup, c'est que la suralimentation, qui peut conduire également à l'obésité, le surpoids, qui est aussi une forme de la malnutrition. Donc là, ça peut provoquer des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, telles que le diabète, etc., etc. D'accord. Est-ce qu'on peut lier la malnutrition alors à la pauvreté? Oui et non. La sous-nutrition, on peut la lier à la pauvreté et également la surnutrition également, dans la mesure où les personnes pauvres mangent mal, ils se soignent mal et également ils n'ont pas accès le plus souvent aux services sociaux de base. Donc la malnutrition est beaucoup plus accentuée dans les couches les plus pauvres, vulnérables. Et également la surnutrition, quand vous prenez les pays tels que les États-Unis, ce sont les pauvres qui sont les plus gros. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malbouffe, que les gens mangent et après ça donne des maladies cardiovasculaires et également l'obésité de type 1, 2, 3, etc. Qu'est-ce que vous appelez malbouffe? La malbouffe, c'est tout ce qu'on mange dans la rue. Si on parle d'hamburger, on pense que ce sont des aliments super et tout le monde doit en avoir, mais en réalité, il faut faire attention parce que ce sont des aliments qui sont très riches en graisse. On prend les sucreries qui sont très riches en sucre et ce sont ces aliments-là qui posent problème. Quelles sont les causes alors de la malnutrition? Les causes de la malnutrition sont multiples et variées. Donc, on peut parler de causes directes qui sont dues, comme je l'ai dit, à un déséquilibre
alimentaire, donc une alimentation inadéquate, ou bien à des maladies. En cas d'épidémie, également, on peut connaître la malnutrition. Donc il y a aussi des causes sous-jacentes qui sont dues à ce que j'ai dit, comme l'accès aux services sociaux de base, aux hygiène, assainissement, la sécurité alimentaire au niveau des ménages, et également les pratiques des soins, surtout les pratiques néfastes traditionnelles qui font en sorte qu'on coupe la luette des enfants, on les brûle, des trucs comme ça. Et qui continuent d'être pratiquées. Exactement. Donc toutes ces choses-là peuvent causer la malnutrition. Et il y a aussi les causes profondes qui sont dues au manque d'infrastructures. Par exemple, dans la province de Salamat, il y a une bonne production et ailleurs, il n'y a pas, et on n'a pas de route pour acheminer les aliments, par exemple, ou bien au niveau du marché, il y a la disponibilité, mais financièrement, on n'a pas, avec la cherté de la vie, pour pouvoir acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs causes de la malnutrition. D'accord. Est-ce qu'il y a des couches qui sont beaucoup plus touchées par la malnutrition? Les hommes à part, les femmes, les enfants ou même les personnes âgées? Est-ce qu'il y a une catégorisation à ce niveau? Oui, parce qu'il faut retenir que la malnutrition est beaucoup plus accentuée chez les couches les plus vulnérables. Et nous, on appelle couches vulnérables les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, et aussi les personnes âgées. Et pourquoi? Parce que parmi les formes de la malnutrition, il y a la malnutrition chronique qui est très dangereuse et qui peut attaquer le cerveau de l'enfant et l'handicaper à vie. Donc aujourd'hui, on a plus de 32% des enfants qui ont cette forme de la malnutrition. Et imaginez 32% des enfants qui ne peuvent pas être des intellectuels, qui ne peuvent pas avoir la force physique qu'il faut pour travailler et être actifs pour le développement du pays. Donc ça impacte négativement le pays. Donc il faut faire attention pour prévenir la malnutrition chronique chez ces couches de population. Et pourquoi les femmes enceintes et allaitantes? Parce que c'est elles qui donnent ces enfants-là et la malnutrition peut apparaître à l'état intra-utérin. Donc là, il faut vraiment veiller, naisse également. Donc il faut veiller sur la femme enceinte, sur la femme allaitante, avec l'allaitement maternel exclusif. Et là, c'est très important de le dire, il faut que les enfants aient accès au colostrum. Et tout ça, il faut vraiment protéger les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. D'accord. Quelle différence vous faites entre malnutrition aiguë et malnutrition sévère? Est-ce qu'il y a une différence? En fait, en réalité, dans les 3 formes de malnutrition que j'ai dit, il y a la forme modérée et la forme sévère. Donc la différence qu'il faut faire, c'est entre la malnutrition aiguë, la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérale. Oui, il y a une différence parce que si vous prenez les formes modérées et les formes sévères, c'est que les formes sévères, l'enfant est très très maigre et il doit être traité dans les unités de nutrition, telles qu'on appelle UNA, unité de nutrition ambulatoire pour les sévères, et UNS, unité de nutrition supplémentaire pour les enfants modérés. Mais maintenant, la différence entre la malnutrition aiguë et la malnutrition chronique, c'est que la malnutrition aiguë peut apparaître à tout moment, quand il y a un déséquilibre alimentaire ou bien des maladies, les muscles vont fondre et l'enfant devient maigre. Et là également, sur le plan pathologique, on a le marasme, où l'enfant est très maigre, ou bien le kwashiorkor, où l'enfant a des oedèmes. Et la peau va se desquamater, etc. Donc là, c'est la différence entre les différentes formes de malnutrition. Mais la malnutrition chronique, qui est la plus dangereuse et il faut prévenir, c'est celle qui attaque le cerveau. Et il a été démontré que cette forme de malnutrition, quand on ne la traite pas, elle a des conséquences énormes sur carrément le développement du pays. Et là, pour prévenir, on a ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité de 1000 jours. Cette fenêtre d'opportunité de 1000 jours, c'est-à-dire de la conception de l'enfant, c'est pourquoi je parle, c'est important d'attaquer la femme enceinte pour apporter un certain nombre d'actions. Donc la femme enceinte doit faire ses CPN, les consultations prénatales. La femme enceinte doit accoucher dans une structure de santé avec un personnel qualifié pour que l'enfant qui naisse dans les premières heures ait accès au colostrum, donc premier soin avec la sage-femme. Et également, pendant les 6 premiers mois, l'enfant doit avoir l'allaitement maternel exclusif. Donc là, maintenant, on entre chez la femme allaitante. Donc l'enfant doit être accompagné également pour ses vaccinations, pour ses suivis au niveau des centres de santé. Et également, il doit avoir la supplémentation en vitamine A, le déparasitage. Donc l'accompagner jusqu'à ces 2 ans où son cerveau va vraiment se développer et accès également à tous les soins qu'il faut.
Donc cette fenêtre d'opportunité de 1000 jours est très critique. Et si on arrive à sauver un enfant pendant cette période, il sera robuste et il ne va pas retomber dans la malnutrition. Le problème, docteur Béchir, c'est que les gens n'intègrent pas facilement ces systèmes d'allaitement exclusif. Il y a les préjugés autour de cela. Nous sommes toujours liés à nos traditions et mœurs, donc c'est pas facilement intégré par les familles. Oui, en fait, on a péché tous ensemble parce que la sensibilisation est portée essentiellement et vise la femme. Alors que la femme est dans une société, quand elle accouche, ce n'est pas elle qui décide, il y a la belle-mère à côté, il y a la tante à côté, il y a le mari qui a aussi son mot à dire. Donc il faut vraiment prendre l'ensemble de la population et tous les acteurs, tous les leaders d'opinion, il faut les sensibiliser. Il faut qu'ils comprennent que l'allaitement maternel exclusif a beaucoup plus d'avantages qu'autre chose. Et l'argument, c'est que l'eau, dans notre contexte de chaleur, si on ne donne pas à l'enfant, est-ce qu'il ne va pas mourir? Oui. Non. Dans le lait, plus de 87% du constituant du lait est composé de l'eau. Donc, l'estomac de l'enfant est trop petit. Et l'eau suffit pour attancher le soif de l'enfant. Et également, le premier tété, le lait est très liquide. Donc, c'est pour étancher le soif de l'enfant. Et c'est vers le dernier tété qu'il y a maintenant les concentrés de protéines, de lipides que l'enfant puisse avoir. Donc Dieu a fait les choses de telle sorte que l'enfant n'a pas besoin d'autre chose. Et également le message à dire à la population, c'est qu'ils comprennent très bien que le lait de vache est destiné au veau. Le lait de chèvre est destiné au chevron. Et le lait de maman est destiné au bébé. Donc il ne faut pas donner le lait de vache à un enfant ou le lait de chèvre à un enfant et dire que le lait maternel ne suffit pas. Non. Le lait maternel suffit pour l'enfant, surtout pendant les 6 premiers mois. Et après, on peut donner un aliment de complément. Quelles sont les conséquences alors? Les conséquences de la malnutrition? Oui, je l'ai dit, sont nombreuses. Parce que quand je prends les carences en micronutriments, s'il y a anémie, c'est qu'il manque de fer. S'il y a le goitre, c'est qu'il manque l'iode. Et maintenant, on conseille aux gens d'utiliser le sel iodé pour combattre le goitre. Et on fait la supplémentation en vitamine A pour combattre vraiment la cécité. Et également, le gouvernement est en train de préparer des textes pour fortifier les farines importées et produites ici en fer et vitamine B complexe, pour fortifier également les huiles en vitamine A pour que la population ait accès à ces nutriments à faible coût. Donc les conséquences sont énormes parce que la malnutrition chronique, je reviens là-dessus, parce que ça handicape à vie une personne. Oui, parce que les gens doivent comprendre que nos cellules se renouvellent, mais les cellules du cerveau ne se renouvellent pas. Donc une fois que l'enfant a la malnutrition chronique, on ne peut pas le récupérer. Et ça a été démontré que ça a un impact sur le développement d'un pays. Il y a une étude de fin qui a été réalisée ici au Tchad et qui a montré que 9% du PIB est réduit à cause de la malnutrition chronique, ce qui équivaut à plus de 500 milliards de francs CFA par an. C'est costaud. Donc c'est costaud et on doit vraiment prendre la chose à bras le corps pour résoudre ces problèmes. Une dernière question, est-ce que ces unités de nutrition existent un peu dans les différents centres de santé que nous avons? Oui. Pour permettre à la population d'y avoir accès facilement? Oui, on a mis en place, les derniers chiffres, c'est autour de 657, on est passé à 700 unités de nutrition dans les centres de santé. Et également, on a des unités de nutrition thérapeutique dans les hôpitaux aussi. Donc de 46, on est passé à 48 maintenant. Donc, ça ne couvre pas l'ensemble des pays. C'était beaucoup plus concentré dans la bande sahélienne où le taux de malnutrition est très élevé. Mais il y a des efforts qui sont en train de se faire pour que l'ensemble des pays soient couverts. D'accord. Merci, docteur Béchir Mohamed, pour tous ces éclairages. C'est fini pour la tranche du jour. Restez connectés sur Téléthiat pour la suite des programmes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même chaîne, pour parler d'un autre aliment. Au revoir.